Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le saviez-vous? Oh! Bienvenue de nouveau dans cet épisode hors série sur les boutiques de jeux de société. On est toujours avec Julien. Bonjour. Et avec Dominique Figuet. Bonjour. Le boss final des contrées du jeu. Exactement. Ouais. Magasin de jeux à Grenoble. Donc, on a eu une première partie où on a fait toute l'histoire et on arrive à présent, à maintenant, les années 2020 et aujourd'hui. Pour parler de cette période-là, ça va être la séquence justement « Ça va où ?» toute cette histoire. Ça va où? Dans quoi on le retrouve? La pop culture, les jeux modernes, qu'est-ce que ça devient? Alors, les boutiques jeux de société spécialisées aujourd'hui, qu'est-ce que c'est et où ça va? Eh bien, pour commencer cette rubrique, il est inévitable de reparler d'un événement marquant dans l'histoire récente. Le coronavirus est un virus qui s'attrape très facilement. Si tu l'attrapes, ne t'inquiète pas, on s'occupera de toi jusqu'à ce que tu sois guéri. Donc ça, c'est sur le papier. Mais le Covid, en tout cas, a amené une quantité importante de nouveaux joueurs. Tu confirmes ? Lors du premier confinement, quand il a fallu livrer les gens, tu sentais quand même le soulagement quand tu amenais les petits paquets. Parce que toi, tu livrais, tu faisais partie des... Ouais, des gens qui avaient le droit de livrer. je pouvais livrer comme j'avais un site en ligne. Donc, Okay. mais c'est toi qui livrais Ouais. Je voulais pas que mes salariés... c'était ma responsabilité. Donc, voilà. Donc, et puis... Si tu posais le paquet devant la porte, tu partais en courant. Tu sonnais, tu partais en courant. C'était un peu ça. J'ai livré dans ma petite voiture. Ça s'est très bien passé. Et après, pendant le Covid, les gens ont beaucoup consommé de jeux. Ouais, tu te faisais contrôler sur la route Ouais, avec j'ai tes dû jeux faire contrôler une paire de fois. Ça passait de dire que tu allais vendre des jeux. Oui, Ok. voilà, Pas de problème là-dessus. crème. Et après le Covid, ça a été un peu plus compliqué parce que les gens, ils ont eu envie de sortir, donc ils voulaient plus jouer aux jeux de société enfermés oui. chez eux. La vague Covid, elle est passée en fait ou elle est... Ouais, ça a duré, on va dire, le temps du Covid. Et après, ça s'est stoppé. 2020, 2021 quoi. Ouais, c'est ça. Alors nous, ce qu'on a retrouvé en recherchant, c'est qu'il y a eu des études qui ont été demandées par certains éditeurs, notamment une étude de marché réalisée par Asmodée, qui, elle, parlait de 17% de nouveaux joueurs après le confinement, et puis 11% de ventes en plus de janvier à novembre 2020 par rapport à la même période en 2019. Donc il y a eu des stats sur 2020, sur 2021. Il y avait un autre exemple, Yellow aussi. Il y avait une interview sur Internet où le responsable disait que la maison d'édition enregistrait une progression régulière de 15 à 20% tous les ans, avant Covid, et qu'en 2020, il y a eu une croissance de 30% et 2021, 44%. Donc je pense qu'il y a eu 2-3 ans où ça a eu un effet vraiment marqué. Le Covid. Est-ce que du coup c'était des joueurs qui se sont mis à consommer plus parce que confinés? Est-ce que ça a attiré des nouveaux clients aussi? Les deux. Les deux. Ouais, donc, les deux, clairement. Parce que tu t'es coincé chez toi et donc du coup faut que tu t'occupes, quoi, tout simplement. C'est également cette décennie-là le début d'une forme de surproduction dans le jeu de société. Ouais, elle existait déjà, ça faisait un moment qu'on râlait. Mais c'est vrai que ça devient un enjeu de plus en plus pesant aujourd'hui en 2025. Comment tenir une boutique spécialisée quand il y a plus de 1000 sorties par an rien qu'en France? Il y a une grosse concurrence sans doute, une grosse tentation de certains éditeurs de sauter la case boutique spécialisée. On a dit soit par Kickstarter, soit même maintenant boutique en ligne directe. Et puis côté client, il y a aussi maintenant, avec cette production énorme de jeux, la tentation d'attendre les soldes. Mais donc du coup, ça crée des nouvelles problématiques qui font que être une boutique spécialisée par rapport à tout ce qu'on a parlé dans la partie historique, c'est aujourd'hui peut-être assez différent. Et du coup, si vous voulez un peu plus creuser sur cet domaine de la surproduction, tu nous avais conseillé, merci, un super article dans Alternative Economy. Le marché du jeu de société risque la surchauffe. C'est un article qui est sympa à aller lire si vous voulez des références. Et puis on a également un célèbre envoyé qui, lui, nous précise que les jeux, il y en a trop. Michael! Est-ce que tu confirmes qu'il y en a plein des jeux? Ouais, il y en a plein, mais il faut compléter aussi le truc parce que il y a aussi pour moi... En fait, le marché est embouteillé.
Donc c'est dire, le marché... Pardon ? J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on l'entend. Mais... Ouais, ça fait longtemps. Mais là, nous, les boutiques, quand je dis nous, c'est en tant qu'individu, mais je rappelle aussi qu'il y a le groupement des boutiques ludiques qui a été monté il y a quelques années. On fait remonter régulièrement aux éditeurs qu'il y a trop de jeux. Et la réponse, c'est « Ah, mais nous, on a fait des efforts, mais pas les autres. » D'accord. Voilà, Sachant qu'il y a combien 400 boutiques spécialisées en France ? C'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'en plus tu as les boutiques spécialisées, et puis l'autre truc qui arrive et dont tu n'as pas parlé, c'est que comme c'est embouteillé dans les boutiques et qu'on est des salauds parce qu'on n'est pas capable de tout prendre, voilà, les distributeurs cherchent à ouvrir des points de vente supplémentaires. Or, il se trouve qu'on a quand même une belle crise du bouquin. Donc il y a de plus en plus de librairies qui ouvrent des rayons jeux. Eh oui. Donc on se retrouve en concurrence, en guillemets, avec, même pas en guillemets, avec des libraires qui, pour manger, vendent du jeu. Et il y a aussi des éditeurs de livres comme Hachette qui ont investi dans le jeu de société ? Ouais, alors Hachette a racheté effectivement pas mal de choses. JMI, BlackRock, puis après ils ont acheté des éditeurs, etc. Donc l'idée de certains, c'est de se dire, non mais n'importe comment, il n'y en a pas trop. Il suffit de mettre des points de vente en plus. Ça passe. Ça passe. Donc on verra dans quelques années ce qui aura passé. D'accord. Et toi, tu penses que il va y avoir de la casse je veux dire... alors après, soit on recherche un peu du long seller, c'est-à-dire du jeu qui va se tenir dans le temps, et qualitatif, pour moi. Soit on fait du consommable. Et pour moi, pas mal sont partis dans l'optique consommable. Ok, c'est-à-dire que tu as le jeu du moment et après... Tu as le jeu du moment, voilà, et puis n'importe comment, c'est pas grave s'il est mal fini, dans 4 mois il sera en vente privée, et puis voilà, c'est pas grave. Donc quand je te disais qu'à Cannes, on nous a présenté 300 jeux, t'en as regardé combien ? On les a classés en 3 notes. 0, on n'en veut pas. 1, on en prendra un petit peu. 2, à rentrer absolument. Ok. 30 jeux en note de 2. Ok, donc que 10%. 10%. Voilà, c'est malheureux. Et même si tu te dis, je vais rentrer 30 nouveautés, elles sont sûres. Dans les 1, je vais en picorer quelques-uns. Ça fait quasiment un jeu par semaine. En nouveauté. N'importe comment, c'est dément, quoi. Alors après, j'entends tout à fait le discours de oui, mais c'est dommage de ne pas donner sa chance à tel auteur, à tel machin, etc. Je dis, oui, ok, je l'entends, mais après, il y a des règles économiques qui font que pour gagner sa vie, il faut faire du volume, on n'y coupera pas. Donc on se retrouve avec des gens qui impriment des jeux à 2000 pièces et qui en vendent 1000 et après qui chouinent, parce que ça s'est mal passé. Par contre, voilà, donc il y a des économies d'échelle, en guillemets, il y a des... Pour toi, il vaut mieux faire produire beaucoup au départ Il vaut mieux assurer un truc qualitatif et tirer dans une certaine importance un jeu pour pas tomber tout de suite en rupture. Parce que la rupture, elle est fatale pour les jeux maintenant. Ça peut, tu jettes un dé. Voilà, ton jeu il est bien, il buzz, tu tombes en rupture, il va revenir dans 6 ou 8 mois. Ah oui, c'est si long que ça. Ouais, ça peut, si tu t'es planté. C'est-à-dire que tu passes... Il y a des files d'attente dans les centres de production. Et à l'époque du Covid, discutais avec Marc, donc Nunes, d'Asmodée, qui me disait tu te rends compte, moi je suis Asmodée. Quand j'appuie sur le bouton en disant je veux le jeu, il arrive 9 mois après. Ah oui. Voilà. Donc c'était à l'époque du Covid et c'était Asmodée. Donc t'as peu d'usines qui fabriquent, tout le monde est embouteillé. Très peu en France. Enfin, il y en a une, je crois, qui va ouvrir en France. Il y en a une qui va ouvrir en France. C'est un éditeur. C'est Tribuo qui est par derrière. Okay. En Pologne, un petit peu. Il y a une production. Alors, en fait, il y a une production en Pologne, en Allemagne, dans quelques pays de l'Est. Tant qu'il y a du carton, ça va. Dès qu'il y a du plastique, c'est la Chine. Oui, c'est ça. Okay. Voilà, c'est ça. Bois, carton, ça peut être fait en Europe. Ça peut être fait en Europe. Dès que c'est du plastique, Dès qu'il y a du plastique, c'est la Chine. Et après, d'une manière générale, en règle générale, c'est la Chine. Pour en avoir discuté avec des tas de gens, notamment avec les Gros Games, puis eux ils disent tu fais faire un devis en Chine, le devis il arrive dans les temps, il est carré, il est très serré au niveau des prix, et c'est hyper qualitatif. Et parfois tu fais des devis dans les pays de l'Est, le devis il arrive pas ou jamais.
T'as demandé des pions ronds, ils sont ovales. T'as demandé que ce soit rouge, c'est orange. T'as demandé une boîte de tel format, elle est plus petite ou plus grosse. Voilà. Avec les Chinois, t'as pas ce problème. Okay. Oui, il y a la qualité en plus. Il y a la qualité en plus. Donc ça, on peut pas l'enlever. Ça, c'est clair. Ouais, et sur les jeux de société d'ailleurs, c'est une petite transition sur une nouveauté qu'on a eue sur le site. Sur pas mal de produits, on voit marqué Made in France, Made in China, etc. Sur les jeux, il n'y a pas cette mention sur les boîtes, il me semble. Ah, ou alors si, c'est marqué. Elle est marquée, le pays d'origine. Donc ce qui compte, c'est le pays où a été fabriqué. Si mettons un jeu où il y a des figurines en plastique, il vient de Chine, même si c'est un éditeur français, ça va être marqué fabriqué en Chine. C'est fabriqué en Chine. Après, tu peux avoir des assemblages. Alors, je ne connais pas la règle des assemblages. Tu peux faire venir tes pièces de gauche et de droite et dire que c'est fabriqué en France, mais tu dois dire que les pièces ont été importées. Et puis, du moment que tu as quelques pièces plastiques, de toute façon, tu fais faire tout le reste en Chine, parce que tu ne vas pas faire les cartes en Europe. Alors, souvent, tu fais tout j'ai souvenir à une époque de Terraforming Mars. Il me semble que Intrafam disait qu'ils étaient en train d'attendre les cubes qui arrivaient de Chine pour assembler. Ok. Donc il est peut-être possible que tu imprimes d'un côté, tu imprimes de l'autre, et après tu assembles quelque part. Ouais, en plus c'est une maison d'édition assez familiale. Est-ce que cette localisation, dire le jeu a été produit en France ou a été produit en Chine, ça a un impact sur les ventes, ou c'est un argument de vente ou pas nécessairement? Alors, aujourd'hui sur le site, vous avez lancé cette idée de voir l'entrée du jeu, on voit maintenant si c'est produit dans le monde, en Europe ou en France. Ouais. Alors bon, ça c'est... Il y a deux questions. Donc, est-ce que c'est un argument de vente? Pour moi, oui. Par exemple, il y avait aussi Villainous où il n'y avait pas d'emballage en fait. Ouais, alors ça n'a pas fait école. Pas d'emballage dedans, mais beaucoup de plastique à l'extérieur, mais il y avait beaucoup de plastique dedans, donc voilà. Donc effectivement, nous, on vient de lancer là aujourd'hui une nouveauté sur le site qui est un truc, ça fait à peu près 4 mois qu'on est dessus, 4-5 mois. Je suis comme tout le monde, c'est-à-dire que la catastrophe climatique qui arrive, elle m'inquiète comme tout le monde. Oh, pas tout le monde, malheureusement. Ouais, mais bon, enfin voilà, je veux dire, il faut quand même être réaliste. Ouais. Non, mais je veux dire, ça te touche aussi dans ta manière de... Ouais, ça me touche aussi. Et puis, tu as la volonté de ce qu'on a mis en place maintenant sur le site. On va décerner un petit logo pour des jeux qui ont fait un effort environnemental. On reste très large et très souple parce que c'est très compliqué à mesurer. Mais en gros, quand il y a une norme, quand il y a une éco-conception, on le met en avant, on met une pastille. Parce que ces jeux-là, ils sont forcément plus chers que les autres. Donc, il faut pouvoir dire, ah bah voilà, moi j'ai un jeu, il vaut 25 balles, mais à côté, j'en ai un autre, il vaut 15 balles. Ouais, mais celui qui vaut 15 balles, pourquoi est-ce qu'il vaut 15 balles? Celui qui vaut 25 balles, pourquoi est-ce qu'il vaut 25 balles? Donc là, tu es dans la partie conseil. Il y a maintenant aussi une part d'explication qui n'existait pas il y a 20 ans. De justifier comme ça comment sont faits... Non, parce qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas de problème. Ouais. L'idée, c'est de pouvoir se dire, ce jeu-là, effectivement, il est peut-être un petit peu plus cher que les autres, mais il est plus cher parce qu'il y a ça. Et si vous voulez ça, on vous le vend. Si vous voulez du pas cher, on vous le vend aussi. On n'est pas difficile au contraire du jeu. Voilà. Et donc, cette idée de valoriser un peu le travail de certains qui font cet effort-là, je pense qu'il faut le faire. Et après, il y avait le pays de fabrication du jeu, où là, on est resté volontairement très vague. On distingue 3 zones, France, Europe, hors Europe. Et on ne se positionne pas sur le bilan carbone de ceci. Parce que, en gros, très schématiquement, le bilan carbone d'un container rempli de jeux qui vient de Chine n'est pas forcément catastrophique par rapport au transport en camion. Mais ce container émettra d'autres polluants qui ne sont pas forcément mesurés quand tu t'intéresses juste au niveau du bilan carbone. Donc voilà, si tu commences à faire tes calculs d'apothicaire, tu t'en sors pas. Par contre, ce qu'on a envie de défendre, c'est la norme sociale et potentiellement la norme écologique, parce que nous, en France et en Europe, on n'a pas le droit d'utiliser certains produits. Donc, si tu n'utilises pas ces produits, ton jeu est plus cher aussi. Donc, il faut pouvoir le justifier. Et ça, du coup, c'est une initiative qui est propre à la boutique, ou c'est via le groupement des boutiques ludiques que tu as réussi à embarquer d'autres boutiques? Il y a eu des discussions peut-être internes au GBL et tout, mais moi, c'est un truc qui me travaille depuis un petit moment. Et c'est quelque chose que je ne pouvais pas faire tout seul. Il fallait avoir l'adhésion du reste de l'équipe, et on est à peu près tous sur la même longueur d'onde.
C'est un peu long, c'est un peu fastidieux, on fait des erreurs, on en a fait, on en fera, on essaiera de corriger. Et puis les informations, elles sont parcellaires, c'est-à-dire quand nous on crée notre fiche article, tout n'est pas chez le distributeur, des fois il faut aller chercher les infos ailleurs, c'est chronophage de faire ça. C'est hyper intéressant cette initiative, si vous voulez la retrouver, donc c'est sur le site internet des contrées du jeu, donc www.lescontrées du jeu tout attaché, et donc jeu sans X. Ouais. Pub. C'est un truc de dingo, quoi. Voilà, non mais c'est une démarche qui est hyper intéressante. Vous l'avez appelé comment du coup Alors moi j'ai appelé ça effort environnemental. Ok. Il faut qu'il y ait de la bonne volonté et il faut montrer cette bonne volonté. Sachant qu'on voit déjà des éditeurs effectivement qui eux-mêmes mettaient en avant déjà ça avec des matériaux renouvelables dedans. On peut parler en gros, il y a BioViva qui fait des produits éco-sourcés. Il y a en moins connu mais tout aussi vaillant, il y a les jeux Hopla de Lyon qui font un très très bon travail. Mais même sur les groupes, moi je vais donner un exemple récent, j'ai acheté Duel pour la Terre du Milieu. Dedans, on voit que c'est des inserts maintenant en fibre un petit peu reconstitués. C'est du bois plutôt que du plastique. Il y a quand même un peu de plastique, je pense. Mais il y a la réglette en plastique, mais Philippe Mouret, alors Philippe Mouret, c'est celui qui est responsable chez Asmodée de Lab 4 Game. Lab 4 Game, c'est les 4 studios d'Asmodée, dont notamment Repos Production. Il m'en avait parlé, il était très fier du travail qui a été accompli là-dessus. Et donc mais ils y travaillent. Même chose dans le jeu Harmonie. Oui. Il y a un bon travail qui a été fait, et là aussi je lui ai dit, par contre, moi mon seul regret dans Harmonie, c'est pourquoi avoir fichu des cubes en plastique pour symboliser les animaux. Tu fais un truc sur la nature, tu fais un effort, t'as pas d'emballage plastique, toutes tes cartes et tout, etc. Et tes animaux, c'est des cubes en plastique. Ouais. T'aurais dû mettre des cubes en bois, on s'en foutait, mais voilà. Plus cher, mais bon. Au niveau des modes, je crois que tu avais une question, Julien. On a déjà on l'a un peu évoqué. Des TCG, mais alors moi, comme ça, naïvement de l'extérieur, j'ai l'impression que c'est un peu le retour de la mode des TCG quand même. J'ai l'impression qu'il y a une recrudescence. Est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce que c'est vraiment aussi à nouveau un moteur important dans les ventes ? Alors, il y a un effet de mode, c'est sûr. C'est un moteur important dans les ventes jusqu'à présent. Moi, j'ai connu l'époque Magic au début, le lancement. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'à ce moment-là, il y a pléthore de jeux de cartes à collectionner qui sortent aussi. T'as eu noir de jeux de cartes, t'as eu un jeu de cartes sur Star Trek, Vampire, il y a eu du Star Wars. Pourquoi Magic ça reste ? Tu as une explication ? Ouais. J'ai une explication, c'est que Magic, déjà, tu as un jeu qui est équilibré, même si de temps en temps, tu as eu des cartes qui étaient un peu craquées, un peu fumées. Tout au long de l'existence de Magic, on ne peut pas leur enlever. Le jeu est resté équilibré. Et beaucoup des jeux qui sont sortis n'ont pas su trouver cet équilibre. C'est-à-dire que la tentation, elle est trop forte de dire on va sortir une extension, elle va être méga balèze. Ouais, donc du coup, les gens, ils l'achètent. Et puis après, du coup, t'en fais une encore plus balèze, quoi. Et au bout d'un moment, ça devient aberrant, quoi. T'écroules le metagame. Il y a ça. Et comme ça a été le premier, il bénéficie aussi du fait que les cartes ont pris de la valeur et que les cartes sont restées non seulement stables au niveau prix, voire ont progressé. Donc, quand tu joues à Magic, tu n'as pas l'impression, en guillemets, de perdre vraiment ton argent, puisque si tu as des bonnes cartes, potentiellement, le jour où c'est que tu arrêtes, et si tes cartes elles sont en bon état, tu pourras les revendre. Donc je pense que le mélange de ces deux trucs-là fait que Magic a tenu. Maintenant, ce qui se passe avec tous ces autres jeux là qui sont sortis, effectivement, au bout d'un moment, ils ont eu des problèmes d'équilibre, et puis bon, quoi. Donc là, on a principalement 3 jeux là qui sont sortis, qui cartonnent plutôt bien. Lorcana, qui est Lorcana, qui est le jeu de cartes de chez Disney. Donc grosse licence, le jeu a l'air de s'être installé, c'est plutôt bien, je pense qu'il devrait durer un petit moment, je pense. Il y a eu le jeu de cartes de Star Wars qui est sorti, qui a fait un très bon démarrage, mais en tout cas, il semblerait qu'à l'échelon national, ça se gaufre un peu. Alors bon, c'est du Fantasy Flight Game, hein, ils n'ont jamais su faire des jeux qui duraient dans le temps, malheureusement, je les aime bien, mais c'est un peu leur marque de fabrique, hein, ils n'ont jamais fait des trucs qui sont
arriver à pérenniser. Donc j'espère que ça tiendra quand même un peu pour les gens qui jouent. Et puis le dernier là qui est sorti, qui est Altered, qui est basé quand même un peu sur la promesse de carte unique, impression à la demande, technologie, etc. Donc ils ont un peu ramé là pour mettre en place tout ça, à voir si dans les prochains mois ils arrivent à concrétiser leur rêve. Ouais, puis eux ils sont sur un mix financement participatif aussi. Alors ils ont lancé le jeu en financement participatif. Par contre ils ont beaucoup de difficultés à s'implanter aux États-Unis et ça c'est pas bien pour eux parce que les États-Unis c'est 20 fois la France, donc voilà, donc ça peut être moche quoi. Et puis après là en ce moment on voit arriver d'autres jeux de cartes là, il y a One Piece là qui vient de sortir, etc. Mais ce qui est compliqué pour ces jeux, c'est que pour que ça marche vraiment il faut faire du tournoi, et les tournois t'as qu'un week-end par semaine quoi, donc, et qu'une salle de jeu, donc c'est compliqué de faire vivre tous ces jeux de cartes. Il faut créer des communautés quoi, en fait, qui portent ça. C'est une autre facette du métier, c'est pas la même manière de vendre. Tu peux pas te permettre de mettre juste les cartes derrière toi et de les vendre. Il faut proposer, parce que les gens ils achètent des cartes, ils montent des decks et après ils veulent se foutre sur la courge. Donc, si tu leur donnes pas cette occasion-là d'exprimer leur sympathie autour d'une table... On pourrait pas imaginer des cartes à peindre. Non, puis c'est vrai que c'est très différent comme produit qu'un jeu de société que tu vas prendre, que tu joues chez toi, en famille, avec des amis. Souvent, les jeux de cartes à collectionner ont cette particularité que tu veux jouer avec des inconnus ou avec... il y a que ce côté tournoi qui est très spécifique. C'est ça. Il y a peut-être l'encadrement des présentoirs. Comment tu gères en fait comment tu fais tes choix en fait de qu'est-ce que tu prends pas, peut-être on en a un petit peu parlé, mais au niveau des jeux, parce que forcément il faut que tu fasses des choix, et c'est quoi qui... on peut plus tout avoir, c'est clair. On fait nos choix en fonction déjà du ressenti de ce qu'on a, du commercial, ressenti du jeu, originalité du jeu, potentiel commercial du jeu aussi. Après avec la bouteille tu te dis ça tu devrais faire un peu de volume, ça il faudra en prendre mais pas trop, etc. Et puis on en discute là aussi à nouveau beaucoup en équipe. Là tu vois j'ai testé un jeu, je l'ai trouvé vraiment bien, je l'ai filé à mon vendeur, il me dit tu devrais faire gaffe, il y a quand même cela qui coince à mon avis, voilà. Donc du coup là on va faire une troisième partie ce week-end avec mon autre collaborateur Guy pour avoir son ressenti, parce que ce jeu là on le pressent en gros comme potentiellement un successeur à Azul. Donc Azul, très grosse vente du magasin, donc ça veut dire que si on le sent bien, on va faire une très grosse implantation, parce que la problématique elle est actuellement que tu peux avoir facilement de la prédation. Oui, c'est ça, c'est la concurrence de la concurrence au sens large, pas spécialement à Grenoble, comme je dis à Grenoble on a de la concurrence mais on s'entend bien, mais tu peux avoir des gros acteurs. C'est-à-dire que tu es limité dans tes commandes, tu peux pas commander autant de pièces que tu veux. Ça dépend. Tout ça c'est à la discrétion du distributeur en fait. Tu as des éditeurs, des distributeurs qui vont dire on veut une répartition harmonieuse, donc toi tu es Philibert, tu peux pas prendre tout le stock. Voilà, t'en as d'autres qui s'en foutent. Oui, c'est le premier arrivé, premier servi ou non ? Oui, tout à fait. Il y en a d'autres qui vont limiter, première implantation, tout le monde peut avoir 12 pièces, et puis après, la semaine d'après, tu répartis. Donc là, ça dépend vraiment de la sensibilité. Donc il y a une partie un peu de poker, quoi, où tu dois, dans ce cas-là, tu dois prendre ce qu'il faut. Quoi. Il y a une partie de poker, sachant que disons que ce que je dis tout le temps, stocker un jeu qui se vend, c'est pas un problème. Ouais. C'est stocker un jeu qui se vend pas qui est un problème. Donc tu peux te permettre des erreurs, mais voilà, quand tu vas en commander 60 ou 90 pièces, il vaut mieux pas trop te planter, quoi. Oui, ça, on se disait que quand tu as préparé ce que tu disais, Julien, l'évolution de la concurrence aussi, elle est aujourd'hui de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux acteurs qui vont des fois tenter de prendre une grosse partie du stock pour créer un espèce de monopole ou épuiser les autres. Oui, tout à fait. Et ça, c'est nouveau, je veux dire. Oui, il y a des maladresses aussi. Hein. Nous, on nous présente à Cannes, l'année dernière, on nous présente un jeu chronologique. On se dit, il est bien le jeu. Et quand le jeu sort, on n'en a que dalle. Parce que en fait le jeu avait été présenté dans un réseau GSS auparavant, et que c'est les grandes surfaces spécialisées type Fnac, Cultura, et que le réseau, ce réseau-là ayant vu le jeu un petit peu en amont, visiblement il semblerait qu'ils aient tout de suite passé précommande de quantité assez importante, et ce qui fait que quand le jeu est arrivé pour les boutiques, il n'y avait plus rien, quoi.
Et là, tu fais... Qu'est-ce que vous avez fait, les gars ? Je veux dire, vous avez merdé. Là, c'est pas Asmodée, du coup, qui a fait ça. Ah non, c'est pas Asmodée. Parce que c'est la politique inverse d'Asmodée, c'est de les mettre d'abord voilà, chez vous. Ça, après, ce n'est pas Asmodée. Voilà. Chez Asmodée, des fois, il y a des soucis, des accidents. Mais c'est pas possible chez Asmodée. Et du coup, est-ce que ça t'a fait hésiter, ou en équipe, ça vous a fait hésiter justement sur l'évolution du métier ? Alors, notamment, il y a une boutique qui s'appelle Le Passe-Temps à Toulouse, que tu vas connaître, qui a un peu un modèle à beaucoup vendre en ligne aussi. J'ai l'impression que c'est devenu Philibert, quoi, quelque part. C'est un intermédiaire, j'ai l'impression, on pourrait dire presque, entre un Philibert et une boutique traditionnelle. Avec ce qu'on voit pas au Passe-Temps, c'est qu'il y a un entrepôt derrière, quoi. Ils font pas que c'est pas que la petite boutique, c'est présenté comme la petite boutique. Je pense qu'il a, je crois qu'il a un deuxième lieu, tout à fait. Mais du coup, là où je voulais dire sur la pratique de vente, c'est que là, c'est aussi une nouveauté de faire des vidéos, d'être sur les réseaux sociaux pour orienter un petit peu tes ventes aussi et de faire des vidéos sous l'angle d'influenceur, en fait. Oui, tout à fait. C'est une manière aussi de gérer tes stocks. Est-ce que ça, c'est des choses où vous avez... Alors non, nous, on fait pas ça. On fait pas ça. Non, Simon, il fait ce qu'il fait, il le fait bien. Il a du nez parfois, il se plante parfois. Je veux dire, mais il fait bien son métier. Je veux dire, mais ce qu'il fait, il faut avoir de l'énergie et être jeune. T'as fait une vidéo, quoi, pour Place au jeu qui était pas mal. Ouais, c'est ça. Et du coup, vous, votre manière de vous adapter sur une boutique comme Les Contrées du Jeu à cette nouvelle forme de concurrence, ça va être quoi, du coup ? C'est ce qui est marrant, c'est qu'avec la profusion de jeux qui arrivent, en fait, il y a toujours deux types de jeux. Il y a les jeux qui se vendent et les jeux qui se vendent pas. Et c'est con, hein, je veux dire, c'est très con. Donc, dans toutes les sorties qu'il va y avoir chaque semaine, il va y avoir des jeux qui vont avoir du potentiel, qui vont buzzer, etc. Et puis il y en a d'autres, c'est pas la peine, quoi. Je veux dire. Il y a pas de milieu, en fait, c'est ça que tu es en train de dire ? C'est très difficile, le milieu. Ouais, il n'y a pas de jeu. Parce que du coup, j'en prends un, j'en prends deux, il va prendre une place. Moi, ça passe pas de l'un à l'autre, en fait, ça se vend pas, puis ça se laisse vendre. Ouais, c'est difficile maintenant. Avant, autant des fois, je prenais un jeu ou deux pour tester, pour voir, machin, etc. Là, maintenant, j'ai tellement pas de place que t'es obligé de faire des choix draconiens. Il y a aussi une bonne émission qui est faite par First Player, je sais pas si vous connaissez. Oui, tout à fait. Qui fait un brief un peu des nouveautés de la semaine avec des boutiques. Ils sont etc. 3 boutiques à l'animer, ouais. Et c'est rigolo parce que je suis un peu avec eux, quoi. Enfin, des fois ils disent des trucs, non mais ça on n'en prend pas, quoi. Ouais, mais c'est cruel et tout. Ouais, mais tu veux qu'on le fout tout. Ils ont les mêmes problèmes que moi, donc voilà. Et puis par contre, les jeux qui ont du potentiel, on va essayer de pas les rater, quoi. Ouais. Donc voilà. La place des événements dans la vie de la boutique. Donc par exemple à Grenoble, il y a le festival Place au Jeu, il y a la foire de Beaucroissant. Donc il y a une foire, je sais pas ce qu'il y a d'ailleurs à la fin, je suis jamais allé, mais c'est agricole plutôt. C'est plutôt agricole, c'est ça. Il y a le FIJ, donc le Festival international des jeux à Cannes, il y a Vichy. Ouais. Quelle influence ça a sur la vie de la boutique, tout ça ? Alors, on va commencer par la foire de Beaucroissant parce que moi-même, je suis habitant de Beaucroissant, donc si tu veux acheter une vache, c'est très bien. Ah, d'accord. Voilà. Non, je plaisante un peu. Je joue à Agricola avec des vrais moutons. Ouais, c'est ça. Non, moi, j'ai monté un stand une année ou deux, je sais plus, pour en gros faire un peu connaître la boutique, etc. Bon, voilà, ça s'est bien passé. Maintenant, ce qui se passe, c'est que la foire d'automne tombe systématiquement avec le festival des jeux de Vichy. Donc, c'est soit je vais à Beaucroissant, soit je vais au festival des jeux de Vichy. Le festival des jeux de Vichy étant proche de la fin d'année, ça me permet de préparer mon Noël, donc je vais à Vichy. Donc voilà, c'est ça. Après, les autres événements, le FIJ, c'est une fois par an, plutôt en février. En fait, c'est tous ces événements-là qui te permettent de pressentir ce que tu vas acheter. Comme ça que tu reçois de l'info. C'est comme ça que principalement on va choper de l'info auprès des pros, sachant que moi le FIJ maintenant ça commence sérieusement. Enfin, on est gavé, quoi. Je veux dire, on est gavé, que ce soit FIJ ou Vichy, on est gavé. Ce que tu disais, c'était 300 jeux en 3 jours. C'est épuisant. Ça rime à rien, quoi. Donc Vichy essaie de se positionner peut-être un peu plus pour les pros, que tu ressens ça, ou oui, ils ont séparé les deux puis... Ouais. Alors Vichy, de par la configuration, c'est beaucoup plus petit que Cannes. Donc ils ont séparé leur festival entre un côté pro et la semaine d'après, le festival grand public. Donc
C'est assez bien foutu parce que ça permet pendant 3 jours, peut-être même un peu plus, c'est dimanche, lundi, mardi, ça fait 3 jours, de voir des choses. Cannes, ils ont fait un effort cette année aussi. Ils ont mis une journée de plus pour les pros. Oui, parce que là, l'année prochaine, Vichy, ils ont aussi fait un pas supplémentaire, c'est qu'ils ont aussi fait un énorme tri, même drastique, qui peut être un peu critiqué, mais d'ouverture aux influenceurs. C'est vrai que la partie pro sera très 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 limitée d'accès pour les influenceurs en fait. Le truc c'est, qu'est-ce qu'un festival pro ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait un festival pour les acheteurs ou est-ce qu'on fait un festival pour tous les professionnels ? Si on fait un festival pour les acheteurs, je suis désolé, les influenceurs, ils n'ont pas leur place. Si on fait un festival pro avec les ludothèques, les influenceurs, etc. Oui, tout à fait. Voilà, mais qu'est-ce qu'on veut faire du truc ? C'est là la question. Et c'est là où j'avais l'impression que Vichy prenait un peu ce virage-là encore plus en disant c'est plutôt un festival, la partie pro qui serait vraiment pour les professionnels de la vente de jeux. Ouais, moi je ne vais pas m'en plaindre, soyons clairs. Mais c'est un festival, toi, où tu peux aller Vichy, j'y vais. Ça passe devant la Beaucroissant, quoi, tu dis. Non, Vichy, je pense que déjà, de par son emplacement stratégique dans le temps, permet de préparer Noël. Donc, je pense qu'à terme, je ne ferai peut-être plus que Vichy. Je ne suis pas sûr de continuer à descendre à Cannes. Quoiqu'encore, la formule qu'on a fait là cette année, on n'est pas trop resté. On a fait 2 jours, 3 jours de rush et après, on est remonté. Donc, parce qu'après, c'est un coût aussi, Cannes. C'est pas la même chose que Vichy. Donc, bien sûr. Et Place au jeu, donc c'est un festival à Grenoble où tu es partie prenante aussi de ce festival qui est vraiment dédié au jeu. Alors, Place au jeu, effectivement, je suis partie prenante, on va dire ça, puisque en fait le festival Place au jeu a été l'origine de Place au jeu, c'est le week-end jeu de simulation du Dauphiné, qui a été monté par une association que j'ai créée qui est le CJSD, qui maintenant vole de ses propres ailes. Et le CJSD avait pour vocation de fédérer les assos ludiques de la région autour d'un événement commun qui était le week-end jeu de simulation. Et après, avec le temps, cet événement a fusionné avec le festival avec l'événement Place au jeu de la Maison des Jeux de Grenoble pour devenir ce qu'il est actuellement. Là, c'est pas un festival dédié c'est vraiment dédié aux joueurs, quoi. C'est pas dédié aux professionnels. Alors ouais, c'est dédié, c'est vraiment un festival. Les autres organisateurs qui sont des associations ne veulent pas d'un lieu extrêmement marchand. J'y suis la seule boutique en guillemets autorisée de par le fait que d'une part c'est moi qui suis par derrière. Et le deal, il est que nous n'amenons à la vente que les jeux qui sont démontrés dans les espaces professionnels. Pour éviter le fait qu'une assoce a démontré un jeu et moi j'en ai vendu une palette et je me suis acheté la 3e Porsche grâce à l'assoce et ça peut faire du bad buzz. Donc on sépare les choses. Et ça du coup, effectivement des festivals comme ça pour joueurs, il y en a énormément. Ça c'est aussi un essor assez important en France. J'aurais pas le chiffre mais c'est vraiment très important. Mais par contre ce que tu dis c'est que c'est un peu une exception que les boutiques soient présentes sur ces festivals purement jeux. Alors en règle générale, en général ils essayent d'y être. En règle générale, n'importe comment. Maintenant, les éditeurs de jeux de société n'envoient des démonstrateurs quasiment que s'il y a une boutique par derrière. Ok. C'est bien beau de louer des tables à 250 balles la table. Et eux n'ont pas la structure pour vendre en fait. Non, mais c'est de l'emmerdement. Eh oui. Ils veulent pas s'embêter avec ça. Et déjà, eux, il faut qu'ils payent leurs démonstrateurs. Donc si en plus il faut qu'ils envoient du stock. C'est de la logistique en plus, etc. Oui, non, mais c'est pour que les gens comprennent parce que des fois les gens vont faire les festivals en tant que joueurs, ils vont arriver sur le stand, BlackRock ou n'importe quel éditeur, celui qui me vient là, mais voilà, il y en a d'autres. Et à la fin, finalement, on se dit ah mince. Le gars qui est là, il est de la société, mais il peut pas me vendre le jeu. Alors c'est même pas ça, c'est le mec qui est ici, il est même pas de la société. Il est payé par, c'est un prestataire. Les éditeurs ou distributeurs mettent leur propre boutique en place sur des gros événements. À Cannes, par exemple, au Festival de Partenay, ils vendent en direct. D'accord. Mais sinon, sur les petits festivals associatifs, c'est souvent une boutique qui va essayer d'avoir le partenariat pour venir vendre des jeux. Voilà, c'est ça. Ok. Et ça, c'est quelque chose qui est anecdotique ou c'est quelque chose que les boutiques cherchent quand même comme type d'exposition ? Je pense que c'est... Enfin, en tout cas, moi, pour ma part, je suis pour ça, puisque ça donne
non seulement de la visibilité à la boutique, mais une boutique de jeux, elle est intégrée dans le paysage ludique. Une boutique de jeux, et c'est bien beau d'acheter chez Philibert, mais quand on va chercher à placer son gamin pour un stage de 3e ou un stage de seconde, c'est pas chez Philibert qu'il va aller. Quand on paye de la taxe professionnelle pour les établissements scolaires, c'est pas Philibert qui va payer, c'est nous. Donc on est là, les boutiques elles sont là aussi. Donc, et se montrer sur ce genre d'événement, c'est dire on est là, on est des gens comme tout le monde, quoi. Donc, Et justement, Philibert, on va en parler, c'est une boutique donc, qui au départ est une boutique classique, mais qui très rapidement est devenue effectivement connue surtout pour sa partie vente en ligne. Et eux, donc, ils ont effectivement une politique de vente en ligne massif avec des stocks énormes. Hein. Ils stockent aussi pour d'autres. Et ils ont les jeux souvent ils ont presque la remise de 10% d'emblée avec des frais de port très faibles. Comment aujourd'hui on peut gérer cette concurrence quand on est une boutique? Est-ce qu'il vous reste le conseil ou est-ce que comment vous vivez ça en fait, cette concurrence de la vente en ligne? Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Philibert appartient à Asmodée. Ok. D'accord, Philibert a été acheté par Asmodée, déjà ça c'est fait. Et le principal concurrent de Philibert, c'est Amazon. C'est sur cette applique-là que Philibert a été acheté par Asmodée. Philibert reste un leader de la VPC, ils font très bien leur taf, etc. Il y a d'autres sites de VPC qui sont beaucoup plus agressifs que Philibert. Mais quoi qu'il se passe, nous, effectivement, notre valeur ajoutée, c'est le conseil. On a des joueurs aguerris, experts qui viennent acheter chez nous. Voilà. Des fois, ils n'ont pas besoin de conseils, mais ils viennent parce que c'est la boutique, etc. Et on a des joueurs experts qui achèteront à gauche et à droite. Donc le conseil reste au cœur, nous, de notre métier. Alors après, on est limité, nous, au niveau des prix qu'on peut faire. Parce que moi, j'ai un taux de marge à respecter pour pouvoir payer tout le monde. Si je descends en dessous de ce taux de marge, c'est compliqué. Mais ça vous a poussé à vous réadapter cet essor de la vente en ligne sur certaines marges. Enfin, je crois que vous m'avez dit qu'il y a sur les gros jeux, les jeux sur de les 50 gros jeux, euros, par exemple, vous avez dû adapter des choses. Sur les gros jeux, maintenant, on fait attention à être un peu en dessous, quoi. En règle générale, nous, 5% en dessous. N'importe comment, on a 40% de marge, donc tu donnes 5%, il te reste 35%. Après, avec tes 35%, il faut faire tourner la boutique, et c'est peu ou prou ce qu'il nous faut. Donc on n'a pas trop de gras, parce que on a un loyer de centre-ville, on a des gens à payer, enfin bon, bref. Oui, parce que en écoutant, j'avais l'impression que finalement, vous viviez pas tant Philibert comme votre premier concurrent, presque plus la grande distribution. Moi, ce qui m'inquiète le plus, effectivement, c'est plus l'arrivée de gros acteurs potentiellement qui sont capables de s'installer en zone commerciale, parce que la problématique des centres-villes, elle est commune actuellement, c'est-à-dire c'est de plus en plus difficile de rentrer dans les centres-villes, quels qu'ils soient. Donc les gens s'arrêtent à l'extérieur, ne viennent plus en centre-ville. Donc si t'as une seule boutique, tu viendras en centre-ville. Si t'en as une avant, tu t'arrêteras avant. Pour moi, le danger, en guillemets, il est là. Après, il faut relativiser les choses. Si on prend Grenoble et Grenoble intramuros, il y a quand même un peu du people. Donc on n'est pas non plus à l'agonie si les gens ne rentrent plus dans Grenoble. Mais moi, c'est plus cette arrivée-là d'acteurs qui peuvent être bons et qui peuvent se poser dans des endroits stratégiques qui peuvent, à mon avis, faire du mal. Et la problématique, elle est aussi que souvent, ces acteurs-là, ils vendraient des chaussettes ou ils vendraient du jeu de société, c'est la même chose. Ils n'ont pas le conseil, quoi. Donc, ils n'ont pas forcément le conseil. Bon, sur les joueurs experts ou sur les joueurs qui savent ce qu'ils veulent, le conseil, tu peux peut-être t'en ficher. Mais ça veut dire que moi, j'ai un produit qui vaut 40 balles. En période de solde, ou si leur produit chez eux, il est mal vendu, ils vont massacrer le prix. Donc, du coup, s'ils massacrent le prix, moi, ils dévalorisent mon produit. Comment est-ce que je fais, moi, pour le vendre? Et comment je fais, moi, pour te le vendre à 40 balles? Alors qu'ils vont le brader après. Donc, ça fait pas plaisir, quoi, je veux dire. Je dis pas qu'il faut tout vendre cher. Mais tu te retrouves avec... Prix, quoi, c'est une façon aussi de justifier le prix. Tu fais vivre un acteur local. Ouais. Donc du coup, tu te retrouves parfois avec... Moi, j'ai vu La Famiglia à la Fnac.
La Ah bah tous Famiglia les à As la d'or Fnac. maintenant, je pense, se retrouvent. Mais qu'est-ce que tu vas foutre de la Famiglia à la Fnac, quoi, je veux dire. Déjà, en boutique spécialisée, c'est le jeu, il est quand même assez touchy à vendre. Mais qu'est-ce que tu vas implanter de la Familia à la Fnac? C'est aberrant. Ah là, c'est sur le logo As d'or, je pense. Ouais, mais... Parce que sinon, ils n'auraient jamais été. Donc, résultat, au bout d'un moment, ce jeu-là, il n'est pas vendu. S'il n'est pas vendu, qu'est-ce qu'ils font? Ouais. Voilà. Et toi, tu peux encore moins le vendre. Et ben voilà, déjà. Et si tu le rachètes à la Fnac, non, C'est ça. Oui, donc voilà, c'est pour clôturer un petit peu cette partie. Aujourd'hui, si on fait une photo à l'instant T, c'est vrai que la France a encore quand même vraiment ce réseau de boutiques spécialisées qui existe, qui semble être quand même une spécificité française. Ouais. Cocorico encore frappé, nous en sommes fiers. Le panache à la française. Ça, c'est formidable. Parce que par exemple, en Allemagne, tu nous disais qu'il y a quasiment plus de boutiques spécialisées ou beaucoup moins. En Allemagne, c'est la catastrophe. Il y a eu une guerre des prix absolument dingue au niveau de tous les acteurs. Quand un jeu a le Spiel, c'est à qui le vendra le moins cher. Donc les gens, ils ont potentiellement une bonne vente, mais ils massacrent les prix. Donc résultat, ils sont tous morts. En Angleterre, c'est à peu près la même chose. Aux États-Unis, une ville comme New York, il y a combien de boutiques à New York? Boutique spécialisée jeux de société, allez-y les gars. Je sais pas. Puis alors les États-Unis, ils ont il cette y en a culture une. du. Ouais, c'est ça. Voilà. Cette culture du boutique à New mall, York. du centre Elle est grande, commercial. peut-être. Voilà, mais en fait, après, dans chaque pays, en règle générale, c'est Amazon qui a pris le relais. Tu as aussi pas mal de supermarchés, notamment aux États-Unis, qui distribuent les jeux. Donc les boutiques spécialisées, ouais, c'est un peu vraiment l'apanage du français. Et, ouais. Et c'est sans doute ce qui explique aussi peut-être en partie que la France est devenue le marché numéro 1 en Europe. 34 millions de jeux vendus en 2024. Les éditeurs français exportent beaucoup. Peut-être que ce modèle Asmodée a le mérite du coup de permettre encore des jeux de qualité d'émerger, ou de meilleure qualité en tout cas, que sur des modèles comme en Allemagne où on aurait passé devant parce que cette course un peu au prix, à la masse, etc. Finalement, ça laisse moins émerger des jeux peut-être plus innovants. Ou disons mieux que finis. moi, ça fait un moment que j'ai pas vu arriver un bon jeu allemand, c'est clair. Quoi. Voilà. Bon, après, voilà, c'est comme ça. Pour toi, il y a un lien quand même entre le fait que la France est numéro 1 et qu'il reste des boutiques. Moi, je pense que le fait de s'appuyer sur les boutiques pour voir ce qui après va partir ailleurs en potentiellement en succès, ça reste un modèle qui a en guillemets fait ses preuves. Parce que là, en fait, t'as une espèce de course à l'échalote permanente à la nouveauté et c'est pas bon. Enfin, tout le monde aime leur rêve. Voilà, si tout bon auteur rêve de voir son jeu édité, le rêve est potentiellement possible aujourd'hui grâce à cette méthode-là, ça c'est ok. Mais si tu rêves de vendre 1 million de boîtes, c'est mal parti, quoi. Et ouais, tout à fait. Et le risque, effectivement, c'est que du coup, à la fois on est devenu numéro 1 là-dessus, mais on est aussi du coup un pays qui consomme beaucoup plus de jeux avec donc un potentiel d'acheteurs important et ça attire aussi des grands groupes. Et par exemple, à titre d'exemple, on parlait des boutiques de jeux spécialisées, mais Hasbro, qui est un géant américain du jeu et du jouet, en France, ils investissent beaucoup parce qu'ils vendent énormément. Et rien que leurs 3 best-sellers, Monopoly, La Bonne Paye, Trivial Pursuit, c'est 1 million de boîtes par an. Voilà. Ouais, mais tu sais que Hasbro, il possède Wizard of the Coast. Aussi. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est aussi le risque d'avoir beaucoup plus de consommateurs. Ça va attirer aussi des gros groupes qui peuvent, comme tu te dis, être tentés d'aller faire une approche plus comme on le trouve à l'américaine ou à l'allemande, etc. Donc il y a un modèle peut-être un petit peu à défendre ou à préserver. Et comment tu vois l'évolution, toi, des boutiques ludiques en France? Exception culturelle ou plutôt question piège? En fait, c'est vraiment la question piège parce qu'en gros, c'est que veulent les éditeurs et que veulent les distributeurs. C'est surtout ça, en fait. Donc la réponse la plus facile, c'est faire du pognon. Ouais, mais Asmodée, tu vois, voilà. On peut être gagnant-gagnant aussi. Voilà, mais moi j'ai eu une discussion avec les responsables d'Asmodée et la politique d'Asmodée, elle, ne bougera pas de ce côté-là. Donc du coup, je suis plutôt, en tant que boutique, rassuré et donc du coup plutôt enclin à bien travailler les produits Asmodée. Parce que je sais qu'ils vont pas me mettre une lame dans le dos, quoi, c'est tout. Donc, voilà. Est-ce que ce modèle, ils vont peut-être aussi le faire pérenniser ailleurs, remettre en place des boutiques en Allemagne? Après, c'est la démonstration par l'exemple. La politique qui est mise en place en France n'est pas la même dans les autres pays. Dans les autres pays, ils sont adaptés. Aux États-Unis, c'est Amazon, il n'y a pas de souci. Parce que chaque pays a un peu sa spécificité. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, chez Asmodée, il n'est pas question de remettre en question ce modèle-là, quoi.
Du coup, on va continuer avec une question qui fait un petit peu débat, puisqu'aujourd'hui, avec l'essor du jeu de société, il y a aussi une nouvelle tendance qui émerge, c'est celle de utiliser les jeux de société comme média pour les idées politiques. Y a un débat qui pose question. Pour ou contre? Si vous votez pour moi, je suis pour. Non, en fait, oui, cette idée, parce que tu disais que le jeu est un support pour un message politique. Déjà, est-ce que ça fait vendre ou pas en fait? Non. Est-ce que ça, voilà, donc. Bon, c'est anecdotique. Il y a eu un jeu là qui était sorti il y a quelques années là sur un truc Antifa, un truc comme ça. Et c'était fait par les Pinsons Charlot là. Je me rappelle plus ce jeu-là. Je sais pas, on a dû en faire 8-10 pièces quoi. Je veux dire, C'est parce que c'est des gens qui font pas des jeux de société à la base aussi. Oui, mais après. C'est l'éternel problème. Ce que les gens ils ont envie de trouver dans un jeu, c'est quoi? Moi, j'ai envie de passer une bonne soirée à me pouiller avec des potes. J'ai pas forcément envie d'entendre un message politique. Oui, mais alors justement, moi j'ai pensé à ça, à cette question-là avec Julien, parce que lui avait lu une interview donc, de Bruno Feduti qui il l'évoquera. était contre, en fait, il disait que le jeu de société pour lui c'était juste du divertissement et même de faire du jeu éducatif, après ça n'avait pas de sens en fait. Je le rejoins un peu dans son approche, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des jeux, en guillemets, estampillés, éducatifs, machin, des trucs sur la vocabulaire, le grammaire, etc. Ça, ok, je le conçois. En termes de vente, c'est un outil pédagogique en fait. Donc ça fait jamais de gros volume. Oui, alors, et à l'inverse, je pense que Bruno Feduti, donc c'est sur son blog qui partageait ses réflexions là-dessus, ça faisait sans doute écho à d'autres auteurs que j'avais entendus moi. Notamment, j'avais entendu récemment une interview d'Antoine Tissot, qui est un auteur qui était intervenu dans un autre podcast qui s'appelle Le Point de Polgar. Et donc lui, il expliquait sa démarche, c'est qu'il s'est lancé comme auteur dans l'idée de par quel média je vais faire passer mon message, mon idée, etc. Et si tu veux, j'avais l'impression qu'il y a un peu une vague qui arrive un petit peu de jeux militants. De jeux militants d'une part, mais aussi d'aller regarder, mais du coup, parce que dans son interview, il parlait aussi par exemple de Terraforming Mars, en disant, mais alors en fait, le mec qui a créé Terraforming Mars, finalement, on apprend qu'il est rattaché au niveau idéologique à l'extrême droite de son pays. Du coup, est-ce que dans ses idées, finalement, elles passent pas dans le jeu? Est-ce que Terraforming Mars, finalement, ça prône pas un peu le capitalisme, la question écologique, elle est éludée? Et on part dans des trucs comme ça où finalement, moi, j'avais un peu peur finalement en entendant ça, à titre personnel, de me dire, est-ce qu'il va pas y avoir dans le jeu de société une perte de liberté avec l'idée qu'il faudra que les trucs soient aussi politiquement corrects? Voilà, c'est déjà un peu arrivé dans le jeu de rôle, on peut plus éditer les mêmes jeux qu'avant, etc. Est-ce que cette pression-là, on le sent, il y a des trucs, voilà, aujourd'hui... C'est la liberté d'expression. Oui, c'est ça. Ouais, ça fait rire, moi. Alors, écoute, moi, je suis un gros fan de Terraforming Mars. Ouais. Voilà. J'ai eu peur. Voilà, donc que son auteur soit proche de l'extrême droite américaine, suédoise dans l'occurrence. Suédois. Si c'est avéré, ok, j'en suis navré, mais ce connard, à ce moment-là, il a fait un chouette jeu, quoi. Donc, ce connard, voilà. C'est pas dans mes idées. Mais tu peux toujours avoir le mal de partout. Je veux dire, tu as des mecs, ils ont lu Tolkien, et puis après, ils ont dit, Tolkien, c'était un facho, parce que les elfes, ils sont grands, ils sont blonds. Les elfes, ils sont grands, ils sont blonds, ok. Bon, voilà, super. mais du coup, tu vois, on arrive à des éléments qui font que ça nuit un petit peu, peut-être parfois aussi, à la liberté d'expression, liberté de création, et d'arriver à dissocier le produit de l'auteur, tu vois, ça me posait un peu question, là, toutes ces réflexions avec cette génération qui arrive, qui se pose des questions aussi pertinentes, mais où j'espère que ça permettra quand même cette liberté d'expression dans le jeu, qu'on puisse jouer de tous les thèmes. Je pense pas qu'il y ait un frein quelque part. Après, il est certain qu'il y a des jeux qui pourraient plus être réédités. Là, je pense à Super Gang, où c'est que tu joues un mafieux et tu contrôles ton quartier en déployant, en vendant de la coke et en mettant tes putes. Ça, tu peux plus le faire, je pense. D'accord. Enfin, je pense, peut-être que j'ai Non, tort. Mais moi, j'avais Zombie, la blonde, la brute et le truand. Oui. Pareil, c'est la blonde, elle attire les zombies parce qu'elle crie fort. Je pense qu'aujourd'hui, ça passerait plus. D'ailleurs, Gregame l'a réédité, ils ont fait autre chose. Oui, tout à fait. Les centres d'intérêt évoluent, etc. Après, de dire je vais jouer à Terraforming et je vais devenir un anti-écolo, c'est quelque chose que je ne ferais pas comme grand écart, tu vois ce que je veux dire? Nous non plus, mais voilà, moi je voulais... Mais de la même manière, Monsieur Tissot, il a fait un jeu qui s'appelle On lâche rien. Voilà, j'ai dû en prendre 6 pièces, il m'en reste 1.
Donc le message, il passe pas. Je suis désolé. Voilà, moi j'ai fait l'effort parce que j'aime bien Bartheux, l'illustrateur du jeu aussi. Mais le jeu a clairement pas rencontré, enfin en tout cas chez moi, son public. Voilà, C'est pas un enjeu. Ouais. Voilà, pour revenir au truc qu'on disait, est-ce que le jeu doit être politique? Est-ce que le jeu doit être éducatif? Est-ce que le jeu... Je dis, ouais, tu fais bien ce que tu veux, après on verra ce qui se vend, quoi. Ouais. Moi, c'est ma position, elle est là, quoi, je veux dire. Voilà. Ok, on va conclure donc sur cette partie-là, donc les boutiques spécialisées qui aujourd'hui survivent. Ouais, jusqu'à présent. Et comme je disais un peu en intro dans la première partie, pour moi, me font de plus en plus penser au métier de caviste dans le vin, avec des références que tu peux pas tout avoir, avec ce côté peut-être à tisser des liens avec justement la connaissance de l'auteur, la connaissance du produit, peut-être raconter au client l'histoire du jeu, qu'est-ce qu'il y a derrière, sans tomber non plus peut-être dans cet excès peut-être de... Toucher cette main, elle a serré celle de Bruno Catala, je vous jure. Là maintenant j'ai touché la boîte, elle est bénie, bon ça fera que 200 €. C'est ça. Voilà. Sans aller non plus chercher Bruno Catala finalement, mais ce mec, pour qui il vote, quelles sont ses idées politiques, voilà, et chercher ça. derrière. Voilà, c'est ça. ça que je trouve intéressant. Donc, voilà. Là, c'est plus des questions un peu naïves peut-être, mais est-ce que les compétences de gestionnaire de boutique de jeux, en fait, ça te donne un avantage à certains jeux? Par exemple... On va parler jeux de société maintenant. On a parlé des boutiques, on va parler un peu de jeux. C'est la gestion des stocks, tu vois, par exemple... Bah ouais, c'est clair que sur les jeux de gestion, j'aime bien, donc voilà, mais que ce soit de... Oui, sur les jeux de gestion... Alors après, d'être avantagé parce que t'es un gérant de jeu de magasin de jeux de société... Tu pratiques ça tout le temps, ouais, tu pratiques ça tout le temps. Sur des jeux de négociation aussi, sur les quantités... Non, je suis pas bon en négociation. T'es pas bon dans les jeux, mais en boutique, ça va. Ouais, je négocie rarement, moi je tape. Très bien. Et sur les jeux de stock ou encore, par exemple, le réassort, est-ce qu'il faut reprendre, est-ce qu'il faut pas en reprendre? Ouais, c'est un exercice qu'on pratique régulièrement, mais je pense pas que ça ait une incidence clairement dans les jeux. Ouais. Ça t'aide pas. C'est clair, ouais, ça m'aide pas particulièrement. Il y a des jeux que tu peux plus jouer parce que tu les as trop vendus, qui te sont sortis tu vois. Non, je reste bon public. Il y a des jeux que j'adore, mais je gagne jamais. Voilà. C'est-à-dire Splendor. J'ai Ok. dû gagner 3 parties dans ma vie. J'adore ce jeu, mais en fait les jeux, ils me coiffent toujours au poteau. Mais j'y rejoue avec plaisir. J'aime me faire mal. Et il n'y a pas de jeu comme ça, effectivement, à force que les gens te le demandent et tout, t'en as eu marre d'en entendre parler. Non. Pas à cause de la vente. Hein. Pas à cause de la vente, ouais. Pas à cause. Ça m'est arrivé d'être saoulé parce que j'ai trop joué à un jeu et puis après j'y suis revenu. Mais c'est pas parce que t'en avais trop entendu parler au magasin. Non, ouais. Ok, très bien. Vous êtes saoulé de vendre quelque chose, par exemple, j'ai souvenir, il y avait Blanc Manger Coco, en fait, est-ce que Bah, ça j'ai vous jamais agace- joué à Blanc Manger Coco, donc... est-ce que ça vous agace pas de le vendre ou... Non. Je veux dire, on vend, hein, on est des commerçants, donc si le Non, jour tu où c'est... préférais vendre Splendor plutôt qu'un Blanc Ah Manger Coco. ouais, d'accord. Non. J'aime bien tous les jeux et surtout j'aime bien qu'il y ait beaucoup des gens différents qui viennent dans la boutique parce que ça permet de voir d'autres gens, ça permet de leur vendre d'autres choses, etc. Donc, Oui, c'est ça le challenge, en fait, c'est d'arriver à trouver le bon jeu avec la bonne personne. De faire un voilà, match. c'est ça. C'est le Tinder du jeu, en fait. C'est tout à fait. Il faut qu'on trouve le jeu adapté à la personne. C'est Ouais, ça, le jeu de la c'est ça le boutique. jeu de la boutique. Ouais, c'est Ah ça. oui, moi je croyais que c'était gérer les stocks, mais non, c'est ça le vrai jeu. C'est Ok. ça. Du coup, un jeu vraiment, toi, que tu apprécies en ce moment? Bah, il y en a deux. Hein. Je ne passe jamais une nuit sans y jouer, quasiment. C'est Terraforming Mars et Wingspan. Ok. Et tu joues en ligne Alors les deux ont été développés sur Board Game Arena. Je fais une petite partie solo avant d'aller me coucher. Et hop. Des deux, de Terraforming Mars. Ouais, c'est ça. Ça met une demi-heure et hop, on en parle. Ouais, donc ça, c'est des jeux qui restent pour toi toujours actuels. Ouais. Ok, donc si on te cherche sur BGA, on peut les défier. Ouais, mais je me connecte tard. Hein. Et des jeux, au contraire, qui ont fait un énorme succès et que toi, t'as pas accroché, ou que t'as beaucoup vendu, mais bon, hors jeu d'ambiance, parce qu'on parlait là de Blanc Coco. Bah, par exemple, Call of Catan. Moi, Call of Catan, j'ai dû faire 2 parties dans ma vie. Ok. Voilà, mais je le vends. C'est pas il y a une trop grosse incidence du hasard dans le jeu pour moi, c'est tout. Mais je le vends et je le conseille s'il y a des gens qui aiment ce type de jeu, quoi. Ouais, le hasard, c'est pour la vraie vie.
Dans les jeux, tu veux pas t'embêter avec le hasard. Ouais, t'as bah déjà- disons que dans un jeu de gestion avec du hasard, après, C'est la boutique, quoi. Où il faut trouver d'autres mécaniques qui Ouais. pondèrent un petit peu le truc. J'adore lancer les dés, voilà. Et, ça, il n'y a pas de problème. Je joue volontiers à des jeux de dés, mais il faut un petit twist pour maîtriser les dés, quoi. Ok, et le tout premier jeu que tu as joué, tu te rappelles? J'ai un très bon souvenir de Rencontre Cosmique. Ah oui. C'est pas jeune, ça. Non. Tu jouais une peuplade extraterrestre, fallait tenter ta C'est un domination. jeu d'alliance, trahison. Ouais, alliance, trahison Ouais. et tout, etc. Oui, il a C'était eu- rigolo. Ok. Et puis, il y avait les questions un peu plus du point de vue de la boutique. Par exemple, est-ce que tu peux dire le jeu le plus vendu en fait depuis 93, le jeu que tu as le plus vendu? Bah là, actuellement, mouiller, je pense que ce qui joue, il défonce tout. Ok, c'est-à-dire c'est Ouais, ce qui joue, c'est un truc de dingo, quoi. Et après, dans des jeux où c'est qu'on a fait des scores qui sont assez violents, je pense que Seven Wonders. Ouais. On en a vendu des plus l'effet local quoi. l'effet local, le fait qu'on soit bien impliqué, qu'on se sente en tout cas impliqué dans le jeu. Et ouais, je pense que déjà sur ces deux jeux-là, ouais. Même Terraforming, à une époque, il y a des gros problèmes de production sur Terraforming, donc du coup là, je vais passer 6 mois sans jeu et je suis déprimé. Mais même Terraforming, qui est du jeu costaud, on en a vendu des caisses, quoi. D'accord. Ouais. Vous venez d'écouter la deuxième partie de l'émission Les Ludologues, émission hors série, spéciale boutique de jeux. Rendez-vous dans le prochain épisode pour découvrir la fin de l'entretien avec Dominique Figuet de la boutique Les Contrées du Jeu à Grenoble. Amateurs de meeple, les ludologues, c'est des histoires de jeux sans orgueil. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le saviez-vous? Oh